Salut, me voici à Paris dans le 19e arrondissement et je vais me promener dans le parc des Buttes-Chaumont. Alors on est tous déjà allés en tant que Parisiens pique-niquer, prendre l'apéro, se balader au Buttes-Chaumont, mais est-ce que tu connais son histoire? Et c'est Mathieu qui va venir vous parler des Buttes-Chaumont. Salut Mathieu. Salut Stan. Ça va? Ça va et toi? Allez, je vous laisse entre de bonnes mains. Alors ici, on a une plaque au nom d'Alphand. Alphand, c'est l'adjoint aux espaces verts de Haussmann. Donc c'est lui qui va créer ce parc, mais aussi les parcs de Montsouris, du bois de Boulogne, du bois de Vincennes. Donc à partir de 1860, on va commencer à songer à la création d'un parc. Ce que Napoléon III veut faire, c'est les Tuileries du peuple. Et on veut que ce soit prêt pour l'exposition universelle de 1867. Ici, on est dans les quartiers ouvriers. On veut convertir les ouvriers au loisir de la promenade, un loisir sain. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hygiénisme social. Et donc on va faire un chantier pharaonique. Il faut imaginer qu'on va déplacer plus de 1 million de mètres cubes de terre et on va avoir plus d'1 millier d'ouvriers qui va travailler avec une voie ferrée de 5 km qu'on va construire pour l'occasion pour amener des matériaux. Et on va vouloir un parc qui soit assez différent des parcs à la française qu'on connaît, mais avoir un parc à l'anglaise. L'idée du jardin à l'anglaise, c'est qu'on va avoir un jardin qui est pittoresque, qui paraît naturel et qui va en fait utiliser les pentes naturelles du sol. On va évoquer du coup un paysage alpin. Donc soit on va créer des pentes plus raides pour accentuer le côté relief escarpé, soit on va créer des pentes plus douces pour faciliter la promenade. On va faire venir des arbres qui sont déjà adultes. Et on a beaucoup de ces arbres qui ont survécu, comme le séquoia géant que vous avez derrière moi. Alors ici au parc des Buttes-Chaumont, on a plein d'arbres remarquables, comme ici ce platane au tronc gigantesque. Si vous voulez en savoir plus, vous avez ici un petit QR code, vous scannez et vous avez toutes les informations sur les arbres du parc. On a des rambardes. Si vous les regardez de loin, vous pensez que c'est du bois, mais en fait c'est du béton. On a une époque où on commence à maîtriser le béton et on en met partout. Donc on a un site qui est très fortement anthropisé, c'est-à-dire un site qui est très fortement modifié par la main de l'homme. Vous voyez ici on a une petite cascade et c'est assez typique du jardin à l'anglaise. On va créer une petite cascade d'eau, on va créer une petite rivière comme ça et ça va ajouter un peu au pittoresque de ce parc. Donc ici on est à l'entrée de la grotte. Là encore c'est une grotte un peu bétonnée à l'intérieur avec une stalactite en béton. Mais c'est une des parties les plus authentiques du parc puisque c'est directement une entrée d'une carrière de gypse qui a été préservée. Une des questions que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il y avait ici avant la construction du parc? Au XIIe siècle, on est encore en plein Moyen-Âge. Et juste à proximité des buttes, on a le gibet de Montfaucon. C'est un endroit où on vient pendre des cadavres, jusqu'à 50 cadavres, sympa. Mais il est remplacé par la grande voirie de Montfaucon. C'est une immense décharge en fait, où tous les excréments vont être apportés ici. Pour pouvoir faire le tout, on va avoir ici des ateliers d'équarrissage, c'est-à-dire que les animaux impropres à la consommation vont être abattus. On a jusqu'à 13 000 chevaux par an, que là encore pour l'odeur, on est servi. Du Moyen-Âge jusqu'à 1860, on a ici des carrières de gypse qui servent à faire du plâtre. Et l'exploitation va complètement exploser la colline pour créer un paysage qui en fait est un paysage complètement lunaire. Aujourd'hui on parle des Buttes-Chaumont, mais en fait à l'origine il y a une seule butte. Et d'où vient le nom? Chaumont, ça vient de Mont Chauve. Le Mont Chauve parce que rien ne pousse. À l'époque où on a des carrières ici, c'est également un lieu où vont se planquer des criminels, des vagabonds, toutes sortes de marginaux en fait. On disait que le principal produit de ces carrières était le repris de justice. Maintenant qu'on sait tout ça, c'est super. Et là, on va se promener pour observer ce qu'il y a à faire dans le parc. Vous voyez ici, on se trouve devant une réplique d'un temple romain, le temple de la Sibylle, dont l'original se trouve à Tivoli, près de Rome. C'est aussi ici qu'on peut avoir accès à un belvédère pour avoir une vue sur l'Est parisien.
Malheureusement, le temple de la Sibylle est provisoirement fermé en raison de l'instabilité des sols. Je crois qu'il va falloir attendre environ 2 ans. Ici, on est sur la butte Puebla. C'est le point le plus haut des buttes Chaumont, à 105 mètres de hauteur, surélevé par Alphand pour créer une vue sur Paris. C'est vrai que la vue depuis ce sommet est vraiment chouette parce que tu peux voir la Tour Eiffel et surtout tu vois très bien le Sacré-Cœur. Vous voyez ici, on a une aiguille. C'est une référence directe à l'aiguille d'Étretat. On est à l'époque où le chemin de fer se développe, on est à l'époque où les Parisiens sont en mesure de se déplacer rapidement en Normandie. Et Étretat, c'est vraiment la destination à la mode. Et donc là, on a fait directement en fait une aiguille artificielle. On a à côté un pont construit par nul autre que Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, il est connu pour sa tour aujourd'hui, mais en réalité, sa spécialité, c'était les ponts. Et donc on a ici un pont suspendu. Alors on est ici devant le chemin de fer de la Petite Ceinture. En 1841, sur l'emplacement du boulevard périphérique, on a une série de forts, les fortifications de Thiers. Et donc on veut pouvoir relier ces forts rapidement et on veut également relier les gares parisiennes entre elles. Donc on va construire ce chemin de fer qu'on ouvre en 1852 au trafic voyageurs. Finalement, c'est le métro, 50 années plus tard, qui va finalement un petit peu tuer cette ligne de chemin de fer. On a un lieu qui n'est plus utilisé et qui appartient toujours à la SNCF. Mais cette partie-là, que vous voyez aujourd'hui dans le parc des Buttes-Chaumont, est fermée au public. Même si, bien sûr, certains Parisiens ne se gênent pas pour y aller. Je vous emmène dans un petit coin caché, juste à côté des Buttes-Chaumont, qui s'appelle la Butte Bergère, qui n'a pas été intégrée au parc. Un endroit où plus tard on a construit un parc d'attractions et plus tard enfin on a construit un stade, un grand stade, 15 000 places. Et puis finalement on a décidé de construire des immeubles. Mais comme on avait des carrières en dessous, le sol était instable et donc du coup on a construit des immeubles de petite taille. Et donc on a un petit quartier très mignon avec 3-4 rues simplement et des petits immeubles années 20, années 30. Et donc c'est un petit coin caché. Alors on voit ici une vigne. En fait, on a ici une partie d'un jardin partagé qui est utilisé par une vigne et on produit ici du vin. Ça s'appelle le Clos des Chaux-Fourniers. On a 300 bouteilles par an. Alors d'où ça vient? Les chaux-fourniers, c'est travailleurs de la chaux. C'est ceux qui faisaient cuire le gypse dans des fours pour faire du plâtre. Alors on se trouve actuellement devant la mairie du 19e arrondissement. Donc on a un bâtiment qui a été construit à l'époque de Daviou. Alors Daviou, vous le connaissez. Daviou, c'est l'architecte qui a fait tout le mobilier urbain. Alors à l'époque, on adore mixer les genres. On a un peu de calcaire, on a un petit peu de briques, on a un peu d'ardoise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le style Louis XIII. Et regardez les petites statues. Ça vous indique quelles étaient les principales activités de ce nouvel arrondissement qui avait été créé. On a une statue qui représente une source. Ça fait référence au canal, le canal de la Villette. Et on a un homme qui a un gros couteau de boucher à proximité. Et là, on est dans la référence aux grands abattoirs de la Villette. Aux entrées des parcs, tu vas trouver plusieurs réalisations du même architecte, comme cette petite maison derrière moi. Vous voyez ici, on a un bel hôpital qui a été inauguré en 1905. Et il a été financé par Adolphe de Rothschild. Et il avait eu une fois une opération assez importante à l'œil. Et il a décidé de consacrer son argent à créer cet hôpital, donc inauguré par sa veuve en 1905. Très beau bâtiment en briques et toujours aujourd'hui l'hôpital Rothschild est la référence en termes d'ophtalmologie. Donc ici on est à 2 pas de la place du Danube. On est sur des voies qui ont été ouvertes en 1889 lors du centenaire de la Révolution française. Et regardez le nom des rues. On a la rue de la Fraternité, la rue de la Liberté et la rue de l'Égalité. Alors là, ici, on est dans une autre perle cachée du 19e arrondissement. On est sur le quartier de la Mouzaïa. Fin 19e siècle, on a construit des petites villas avec des petites maisons qui étaient faites à l'origine pour des ouvriers. Et c'était à la base très abordable, c'était pour les classes populaires. Aujourd'hui, effectivement, vous pouvez imaginer que ça coûte extrêmement cher de vivre ici. Mais c'est un des coins les plus mignons de Paris.
et les plus méconnus, à juste 2 pas de la grande place des fêtes. Et un grand merci Mathieu Je t'en prie. pour cette visite. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.